Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le mois d'octobre est là, depuis 6 jours déjà, il est là pour nous rappeler que lentement mais sûrement l'année 2024 aussi n'est pas loin de nous tourner le dos. En nous tournant le dos, il nous a tout ce temps fait face avec des pressions énormes. Ces pressions qui n'ont pas commencé cette année se sont accentuées avec une cherté de la vie au point que ceux qui n'ont jamais tendu la main, qui n'ont jamais sollicité de l'aide, qui se sont toujours crus à l'abri de toute surprise, ont été surpris par des prix toujours plus élevés des produits de consommation. Jusque-là classé dans la catégorie des produits pour les pauvres, le haricot s'est donné le luxe d'afficher un prix record pour son bol désormais vendu à 3 500 francs CFA. Quels kilos se sont exclamés récemment plusieurs consommateurs, eux qui aiment et qui préfèrent le haricot et le riz, dont la combinaison donne l'un des plats préférés des Togolais. Le haïmolo reste en vogue malgré tout, mais cette semaine, la question a porté sur où acheter le précieux riz au haricot, garni du piment et décoré avec du poisson ou des œufs et accompagné du gari. L'onde de choc provoquée par les images prises sur un dépotoir à Aguel-Bassito d'hommes, de femmes et d'enfants remplissant des bassines de riz avariés impropres à la consommation a nettement affecté les appétits. Comment expliquer cette image? De nombreux Togolais sont-ils désormais prêts à tout manger, y compris sur les dépotoirs? Et pourtant, un célèbre adage du Togo dit que même en temps de disette, ce n'est pas tout qu'il faut manger. De loin, sans doute, qu'il y a cet autre proverbe qui crie à tue-tête que vente affamée n'a point d'oreille, mais qui peut tendre les oreilles et écouter les lamentations de ceux qui ont faim. Il y a 2 semaines, les acteurs politiques réunis dans le CPC ont semblé dire qu'ils écoutent parfaitement les bourdonnements des ventres creux, les appels au secours des consommateurs. Les solutions aux sollicitations sont-elles réellement dans les mains des acteurs politiques? Et qu'attendent-ils pour ouvrir les mains? Pas pour gifler ou frapper ou encore casser. Gifler, frapper et casser sont des verbes violents. Dimanche, ils se sont fait cher et ont habité dans certains Togolais ce dimanche-là à Lomé, dans un quartier de Beronveme. Une réunion politique a bien commencé mais n'a pas bien fini. Les organisateurs ont reçu des invités surprises qui sont venus à la réunion pour la rendre probablement historique. Pour la première fois, un député de la CEDEAO, des acteurs politiques et des journalistes en même temps ont été violentés à Lomé. C'est unanimement que de Lomé à Dakar, des voix se sont élevées pour condamner l'agression hier à la célébration de la journée du 5 octobre 1990 et le soulèvement populaire ayant entraîné le Togo sur les voies de la démocratie. Certains ont pu mesurer le chemin parcouru par notre pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous sur Pyramide FM. C'est le D12 avec comme invité ce dimanche Dr David Dossé, premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Les contacts sont 96 50 34 37 et puis sont 10 43 09 70. Docteur, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la belle radio. Comment vous allez? Disons que je remercie le bon Dieu en dépit de tout ce que nous subissons, tout ce que nous avons subi ces derniers jours. Je remercie le bon Dieu de tenir debout. Il y a d'abord cette triste nouvelle que nous venons d'avoir, la mort d'un conseiller du chef de l'État, l'ancien ministre Assim Fékéou Pré. Une réaction à cette mauvaise nouvelle? Oui, j'ai appris l'annonce de son décès en arrivant à la radio pour l'émission. Je me souviens que nous avions beaucoup côtoyé M. Pré dans les années 2011-2012, lorsque le SYNFOT, le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, était en dure négociation avec le gouvernement togolais. Et les négociations avaient lieu pour la plupart à la primature. Et étant un des piliers de la primature du Togo, nous avons beaucoup côtoyé donc M. Pré. Et je voudrais me permettre de présenter mes condoléances les plus sincères à sa famille. Voilà. Il n'est pas le seul à nous avoir quittés cette année. Sur cette liste-là, il y a plusieurs personnalités qui ont tourné le dos aux vivants. Et on a comme l'impression, comme si les gens se sont entendus pour quitter le Togo cette année. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une série de décès. Vous faites certainement allusion à Monseigneur Kodro, à
Monseigneur Bariga, également M. Agboyome Kodjo, M. Kouevi de l'ANC également. C'est vrai qu'il y a eu des décès en série qui ont touché de hautes personnalités de notre pays. Et nous espérons que depuis le lieu où ces personnes se trouvent actuellement, ces personnes auront la volonté et la possibilité surtout de continuer à souffler le vent de paix, la vraie paix, s'il vous plaît, le vent de paix sur le Togo, le vent de changement, le vent de renouveau, le vent de rupture avec ce que nous avons vécu jusqu'ici, puisqu'il est temps, je crois, de tourner le dos à des pratiques qui ne sont plus acceptables au XXIe siècle lorsqu'on se dit pays démocratique, pays civilisé. Et chaque fois qu'il y a une triste nouvelle comme celle que nous annoncions là et que j'ai des invités, un dimanche, jour du Seigneur, comme on le dit, je me permets toujours de demander, est-ce que finalement nous tous, est-ce qu'on se rend compte qu'on n'est que des passagers sur cette terre, que nous avons un temps à passer et que nous sommes obligés d'avoir de très bons comportements une fois qu'on est encore vivant? Je suis totalement d'accord avec vous parce que lorsqu'on regarde certaines choses se dérouler dans notre pays, on a le sentiment que pour certains, l'immortalité est quelque chose d'acquis. On a le sentiment que ces personnes ne mourront jamais. Ces personnes estiment qu'elles ont la possibilité de tout faire, de tout vouloir, de tout imposer, vaille que vaille, par tous les moyens, à l'ensemble de la nation. Et je crois que c'est un manque d'humilité très très grave. C'est vrai que si, comme vous l'avez dit, on s'asseyait un instant pour se souvenir qu'on n'est que des mortels et qu'on ne partira pas dans la tombe avec le pouvoir, on ne partira pas dans la tombe avec les richesses de ce bas monde, peut-être que alors les comportements changeraient et on tendrait la main vers l'autre pour beaucoup plus de fraternité, beaucoup plus de solidarité, pour qu'ensemble on puisse construire un Togo où les gens n'iraient pas chercher du riz avarié dans les dépotoirs, un Togo où les gens ne se feraient pas tabasser tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord, un Togo où lorsque vous irez hors du pays et que vous direz que vous êtes Togolais, les gens vont sourire parce qu'on a foi en vous, parce qu'on vous respecte, et non pas ce que nous vivons actuellement où les gens sourient quand ils voient les Togolais en se disant « Ah, c'est le pays des sauvages, c'est le pays des gens, ou c'est le pays où les gens se font tabasser parce qu'ils ont osé exprimer une opinion contraire. » Oui, quand vous dites quand même le pays des sauvages, je ne pense pas qu'à l'extérieur on désignerait le Togo pays des sauvages. S'il y a eu un incident, oui, c'est vrai, mais en fait, cet incident n'est pas un incident qu'on peut généraliser pour le comportement des Togolais. Malheureusement, vous savez, il y a quelqu'un qui a donné un exemple, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais il y a eu tellement de réactions depuis ce qui s'est passé le dimanche 29 septembre. Quelqu'un donnait un exemple en disant, si vous prenez une feuille blanche et que vous mettez une croix noire dessus, lorsque quelqu'un regarde cette feuille, c'est la croix noire que la personne voit. La personne ne voit pas tout le blanc qu'il y a autour. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui sont descendus à Baie le dimanche 29 septembre, qui ont été envoyés et qui se sont crus investis d'une mission, je ne sais pas laquelle, et qui se sont permis de frapper des hommes, des femmes, des mères, avec lâcheté, avec sauvagerie, je me répète. Nous parlerons de ces incidents-là dans un instant. Tout à fait, mais je voulais finir... Mais le Togo, c'est aussi un pays relativement quand même, un pays où il fait bon vivre, parce que beaucoup de Togolais, une fois qu'ils quittent le Togo ou qu'ils sont à l'extérieur, juste 1 ou 2 semaines, ils ont la nostalgie du pays. C'est notre pays, quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés, on a quand même envie de revenir au Togo et de construire le pays, en dépit du stress, en dépit de la pauvreté, en dépit de cette violence qui est instrumentalisée. Et je vais reprendre les termes de M. Guy Marius Sagna qui a dit, vous savez, parce que nous étions gênés en tant que Togolais de voir ce qu'il a subi. Et lorsque on se permet de lui dire qu'on présente ses excuses, il répond que, vous savez, un peu partout, il y a un pays digne et un pays indigne. Et pour ce qui concerne le Togo, vous avez le Togo digne, qui est le Togo du peuple, le Togo de la majorité, et il y a malheureusement aussi le Togo indigne. Donc je suis d'accord avec vous. En dépit de tout, nous restons Togolais, nous restons fiers de notre pays, même si certains font tout pour nous rendre honteux lorsqu'on
retrouve ailleurs et lorsqu'on dit qu'on est togolais. C'est vrai qu'il est toujours plaisant quand on se retrouve de parler de très bonnes choses en ce qui concerne le Togo, mais s'il y a aussi des choses qui ne sont pas très très bonnes, malheureusement, on est en droit d'en parler. Et j'avais prévu, sans savoir qu'on aurait cette triste nouvelle liée au décès de l'ancien ministre Simfei Tchéou, j'avais prévu qu'on parle d'Albert Agbeko, c'est un journaliste, un Togolais, qui, oui, dit être intimidé, menacé, et pas des appels anonymes. Sans doute que vous avez entendu cela. Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes engagé, on le sait, vous parcourez, oui, aussi l'Afrique et le monde pour la cause du Togo, que vous défendez, que vous rêvez. Mais est-ce que vous êtes menacé aussi, vous? Alors, si vous voulez demander si je suis menacé de la même manière que l'a été M. Albert Agbeko, c'est-à-dire est-ce que je reçois des coups de fil anonymes? Non, ce n'est pas. Je n'ai pas reçu ce genre de menace. Mais je ne peux pas dire que je ne me sens pas, d'une certaine manière, agressé dans ma vie quotidienne. Pas tous les jours certainement, mais il y a des moments où je suis convaincu que la moto qui est derrière moi, la personne que je vois là, est là pour ma personne. Vous savez, ce qui se passe actuellement nous fait prendre conscience qu'il y a on a atteint un degré supplémentaire de violence. Il y a l'événement du 29 septembre, certes, vous avez parlé de M. Albert Agbeko, j'ai entendu également l'enregistrement du coup de fil téléphonique anonyme qu'il a reçu, mais il y a également eu d'autres événements récents. Je vais peut-être donner son nom, il s'appelle Basile, c'est le jeune étudiant qui s'était fait tabasser à Kara il y a, je crois, 2 ans à peu près, qui actuellement a dû quitter le territoire national parce qu'il s'est retrouvé menacé très récemment par des personnes qui l'ont coincé sur une route et qui lui ont dit des choses graves. Et il a eu peur pour sa vie, il m'a écrit, il m'a dit que pour le moment, je préfère me mettre à l'abri hors du pays en attendant de voir ce qui va se passer. Voilà, donc une chose est certaine, c'est que nous sommes dans une 5e République. Si je reprends plus ou moins les termes d'un ministre, d'un célèbre ministre qui avait dit que le Togo avait besoin de réfléchir à son identité, savoir qui nous sommes, où nous allons, etc., etc., en nous promettant peut-être qu'avec la 5e République, après avoir réfléchi à qui nous sommes réellement, on serait en mesure de vivre dans une atmosphère beaucoup plus sereine, où on pourrait s'épanouir beaucoup plus aisément. On a le sentiment que c'est plutôt le contraire qui est en train de se profiler à l'horizon. Nous avons le sentiment que la violence qui avait été dénoncée entre-temps, qui est quelque chose d'instrumentalisé par le pouvoir. Quand je dis dénoncé entre-temps, je fais par exemple allusion au rapport de 2005 de Doudou Diène, qui avait été envoyé par les Nations Unies. Et dans ce document, quand vous le lisez, il le dit clairement. La violence est quelque chose d'instrumentalisé par le pouvoir pour se maintenir. Et on a le sentiment que c'est quelque chose, que c'est un cycle qui est en train de se reproduire, qu'on est de nouveau en train d'entrer dans ce cycle où on instrumentalise la violence, où on fait ressortir les miliciens, où on procède par voie de menace à faire en sorte que ceux qui ont cette volonté de s'opposer, ceux qui ont encore le courage de dire non à ce que nous sommes en train de vivre et de subir, prennent peur, soient intimidés et comprennent que le pouvoir, quoi qu'il en soit, fera tout pour demeurer entre les mains de ceux qui le détiennent actuellement. Mais quand on parle de la peur et quand on sait que, par exemple, quand vous nous écoutez ou ceux qui nous écoutent, on sait très bien que cette émission elle est faite en direct et que d'autres activités politiques ou à caractère politique sont menées dans le pays, que d'autres émissions sont également faites sur les différentes radios. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez ou vous avez le pressentiment que ce que vous décrivez comme la peur va se répandre un peu partout dans tous ces secteurs-là? J'en suis convaincu. Je peux donner un exemple patent. Nous avons organisé un meeting à Vaughan il y a, je crois, 2 semaines. Ça devait être, je ne sais plus exactement quelle date, je n'ai pas retenu la date, mais il y a à peu près 2 semaines. Et en vue de sensibiliser les populations de Vaughan, nous avions voulu organiser des émissions sur certaines radios de la plage. Je ne vais pas donner les noms des radios,
Nous avions préalablement obtenu l'assentiment de ces radios, des responsables, mais au dernier moment, nous avons eu... on ne nous a pas dit que l'émission n'était plus organisable, je vais utiliser ce terme, parce que pour telle ou telle raison, mais on nous a simplement fait comprendre qu'il n'était plus possible pour nous d'être reçus si c'est pour venir parler de la Ve République et de notre opposition à la Ve République. Donc voilà, vous voulez savoir si l'envie c'est de faire en sorte que tout le monde se taise et que tout le monde accepte, comme si nous étions, je ne sais pas moi, des esclaves, voilà, alors que ce ne sera jamais possible, même dans les pays où on use de la violence la plus extrême, la plus abjecte, vous trouverez toujours des gens décidés à dire non et à dire qu'ils ne sont pas d'accord, quelles que soient les menaces. Et c'est ce qui va se passer au Togo. Donc, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2024, vous l'avez annoncé, bientôt en 2025. Je pense qu'il faut que ce genre de pratique cesse. Nous voulons être une nation civilisée où lorsqu'on parle de politique, on met la violence de côté. La violence politique n'apporte rien au débat. C'est un débat d'idées. Si certains estiment que la Ve République, c'est ce qu'il faut, qu'ils mettent en avant leurs idées, et nous allons à chaque fois dire pourquoi nous sommes contre la Ve République. Pourquoi nous sommes contre un système qui, dès sa genèse, s'appuie sur le mensonge, sur l'usurpation, sur la violation de la Constitution, etc., etc. Si vous voulez mettre en place un système pour l'épanouissement de la nation, pour le développement de la nation, et que dès le départ, dès la base, vous mettez en avant autant d'attitudes contraires aux valeurs d'une société, vous n'avez aucune chance de réussir. Vous n'avez aucune chance de réussir. Bien, on a écouté ce développement qui est relativement long. La question aujourd'hui, c'est que vous, personnellement, vous êtes engagé, on le sait que vous parcourez, comme je l'ai dit tantôt, un certain nombre de contrées pour évoquer les situations liées à notre pays. Vous êtes également médecin et vous dites qu'il vous arrive d'avoir peur également parce que dans un coin, quelque part, quelqu'un vous regarde. Est-ce que cela va finir par vous décourager, à laisser tomber, à aller peut-être, comme quelqu'un l'a dit, à aller se mettre à l'abri? Dieu seul sait, mais connaissant ma nature, je sais que je suis quand même quelqu'un d'assez déterminé. J'espère que cette détermination ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'aboutissement de la lutte, jusqu'à la libération, jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons pour ce pays. Ce pays ne peut pas accepter de continuer à montrer ce visage. Ce visage que nous montrons ne nous honore pas. Vous l'avez dit, les Togolais ne sont pas... le visage du Togolais, ce n'est pas le visage de ces miliciens que nous avons vus à Baie. Le visage du Togolais, c'est autre chose. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un d'accueillant, c'est quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui veut se mettre avec son prochain, construire quelque chose. C'est ça le vrai Togolais. Et c'est ça le vrai Togo que nous voulons construire. Le Togo où du nord au sud, nous sommes vraiment des frères, de vrais frères. Et non pas un Togo où on instrumentalise l'ethnie, on instrumentalise la violence, on essaie d'opposer l'armée au reste de la population. C'est pas ça que nous voulons construire. Nous voulons vraiment la paix, P-A-I-X, s'il vous plaît. Donc... Quand on parlait de vrais Togolais, ma question c'est de savoir s'il y a des faux Togolais. Il y a ce Togo indigne, pour reprendre les termes de M. Guy Marius Sagna, ce Togo indigne où les gens estiment que vaille, coûte que coûte, on doit tout mettre en œuvre pour garder un pouvoir qui finalement appartient au peuple, mais on veut le confisquer et tout est mis en œuvre pour cela. Ce n'est même pas moi qui le dis, je relisais tout à l'heure avant d'arriver un écrit de M. Mou que je ne connais pas. J'espère que j'aurai l'honneur de le connaître un jour parce que depuis que j'ai découvert ce monsieur, je lis beaucoup ce qu'il écrit. Et il avait fait... Un Togolais? Un Togolais, mais je pense qu'il est de la diaspora. Il avait fait un superbe écrit sur la question du changement de constitution, donc de cette année. Et il est revenu sur certains écrits de nos éminents professeurs qui sont actuellement au gouvernement, mais ces écrits dataient de l'époque où ils étaient encore ce que j'appellerais des hommes libres, où ils n'étaient pas dans un carcan ministériel et obligés peut-être d'avoir un regard dans une seule et unique direction. Donc ils étaient à l'époque des hommes libres et ils ont dit des choses magnifiques sur les changements de constitution. Ils ont dit par exemple que, je ne vais pas dire les termes de la même façon qu'eux, mais lorsque vous avez dans un pays un chef d'État qui est trop fort,
Le risque, c'est qu'à un moment donné, sa force dépasse la force de la Constitution. Il peut manipuler la Constitution à sa guise. Ils ont dit aussi, par exemple, que ce qui est grave lorsqu'on change une Constitution, c'est de vouloir l'instrumentaliser, pour servir les avantages d'une personne. Et les avantages, c'est quoi? Faire en sorte que cette personne puisse rester au pouvoir indéfiniment. Ce sont des gens qui sont actuellement au gouvernement, qui se sont permis de venir défendre la 5e Constitution, mais qui avaient à l'époque cette liberté d'esprit, qui avaient écrit cela parce qu'ils avaient fait des travaux, d'éminents travaux sur le constitutionnalisme en Afrique. Et je voudrais saluer ces travaux en espérant qu'un jour ils pourront les relire eux-mêmes ce qu'ils ont écrit et se rendre compte qu'actuellement nous sommes dans une situation qui illustre parfaitement ce qu'ils avaient dénoncé à l'époque. Voilà. Je vais revenir sur la question du journaliste Albert Agbeko. Moi, je n'ai pas écouté les échanges, mais quand on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui peuvent appeler des journalistes pour les menacer, cela suppose que nous sommes sur un terrain de régression, et puisque le Togo a quand même évolué sur ce type de questions depuis des années, que des émissions sont organisées sur plusieurs radios, je l'ai dit tantôt, que des écrits sont également produits, même si par moment il y a des difficultés liées à certaines productions. Le problème est que là, hier on a célébré le 5 octobre, la question c'est qu'on évolue visiblement là sur la situation des journalistes. On est en train de régresser là. Pas seulement sur la situation des journalistes. Je veux prendre la situation des journalistes. Absolument, on parle d'autres situations. Absolument, je suis d'accord avec vous. Je pense que lorsque je disais que la violence a augmenté d'un cran, c'est clair que l'objectif c'est de faire en sorte que les gens s'expriment le moins possible. C'est de faire en sorte que les voix dissonantes soient le moins audibles. Et pour ce qui concerne, bien sûr, les journalistes, les voix critiques, l'idée, c'est de faire en sorte que ces journalistes ne puissent pas couvrir tout ce qui pourrait être considéré comme étant anti-pouvoir. Et la question de l'autocensure, je suis convaincu que là, vous avez peut-être encore le courage de faire des émissions, mais peut-être que dans quelques mois, vous serez obligé de choisir vos thématiques et de ne pas tout aborder. Vous savez, il y a mille et une façons de contraindre un journaliste. Là, c'est un appel qu'il a reçu, un appel anonyme, qui lui a dit clairement qu'on n'appréciait pas le fait qu'il puisse couvrir des activités de l'opposition, comme les meetings. Nous avons un meeting dimanche prochain, le 13 à Agoué. Peut-être que M. Agbeko, finalement, préférera rester chez lui, parce qu'il va se demander s'il brave cette interdiction, entre guillemets, via cet appel anonyme, ou s'il continue de faire son métier de journaliste, libre de couvrir ce qu'il souhaite couvrir. Ce sera à lui de décider. Nous, on ne peut pas décider à sa place. Mais donc, si la question de savoir si nous sommes en train de régresser, je crois que c'est tellement évident, c'est d'une évidence, et c'est grave pour le Togo. Sur le même registre, venant aux événements qui se sont produits au siège de la CDP, il y a eu plusieurs rédactions qui ont sorti des communiqués, des approbations de ce qui s'est passé là-bas, puisque les journalistes ont été pris à partie. Nana FM a sorti un communiqué. On a eu également le communiqué d'autres organes dont les journalistes ont été pris à partie là-bas à cette réunion. Est-ce que vous étiez là-bas à la réunion? Puisque sur certaines vidéos, on vous a vu. Oui. Je pense c'était une rencontre citoyenne qui était organisée en vue de permettre aux citoyens, je me considère comme un citoyen togolais, donc aux citoyens togolais de venir discuter avec M. Guy-Marius Sagna par rapport aux questions qui touchent le Togo et par rapport aux questions qui touchent la CEDEAO. Bon, je pense que vous savez tous que j'ai un intérêt particulier pour la CEDEAO. Et donc, nous avons été à cette rencontre. Avant cette rencontre, nous avons partagé un repas avec Guy-Marius Sagna et d'autres personnes sur invitation de Mme Adjamagbo. Et ensuite, nous nous sommes rendus sur les lieux pour la réunion. Donc, si la question c'est de savoir si j'étais présent, ainsi que les autres représentants du Front citoyen Togo Debout et de Tournons la page qui m'ont accompagné. Oui, depuis le début de cette émission, vous avez cité à plusieurs reprises le député sénégalais. Visiblement, il vous épate là.
je puis dire je puis dire, je ne sais pas si c'est de la séduction, mais ce que je puis dire, c'est que effectivement, c'est rare de voir dans des institutions de ce genre, la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, des gens qui osent dire ce que tout le monde pense, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Des gens qui osent ramer à contre-courant et surtout aller dans le sens des aspirations des peuples. Monsieur Guy Sagna, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais il faut dire que ce monsieur a du courage. Il a du courage lorsqu'il évoque des situations réelles que nous vivons au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau. Il a cité plein d'exemples. Ce sont des situations réelles. Et nous, en tant que citoyens, notre souhait, c'est que les représentants de la communauté puissent débattre de choses sérieuses. Ce n'est pas du folklore. Aller au Parlement de la CEDEAO, avoir le salaire de parlementaire, en plus du salaire de parlementaire qu'on a dans son pays, juste pour aller se promener, aller à des dîners, ce n'est pas pour ça qu'ils y sont. Et donc, pour une fois que nous avons quelqu'un qui ose remettre le débat à un autre niveau, qui ose faire en sorte que la question communautaire, telle qu'elle est vécue par le citoyen, cette question puisse être débattue à un autre niveau, je pense qu'on est obligé d'applaudir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Guy Sagna. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas de son parti, qui ne l'apprécient pas particulièrement, mais ils ont reconnu que, voilà, il est peut-être en train d'aider la CEDEAO justement à faire peau neuve, puisque tout le monde appelle à une réforme au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO va fêter ses 50 ans, on a le sentiment, et tout le monde le dit, que c'est le syndicat des chefs d'État. Tout le monde le dit, même au sein de la commission. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais à Abuja, je crois le 7 juillet, à Abuja, avec d'autres membres de la société civile ouest-africaine. Nous avons été reçus en séance de travail à la commission, et à un moment donné, la commission nous a dit clairement, en nous disant, vous savez, même si vous allez le dire dehors, nous, on dira qu'on ne l'a jamais dit. Mais je me permets de le dire. Le seul organe à prendre les décisions au niveau de la CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et la Commission nous a dit clairement, s'il y a un travail que la société civile doit faire et qu'elle peut aider à faire, c'est de faire en sorte de niveler d'une certaine manière les pouvoirs. Si vous donnez tout le pouvoir à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, imaginez des gens qui sont des dictateurs dans leur pays. Vous leur demandez de venir à la CEDEAO et d'être les plus grands démocrates, ça n'ira jamais. Et ils ont même donné l'exemple du Togo, puisqu'ils savaient que j'étais togolais, où la commission a pris des décisions par rapport au Togo, et ces décisions, une fois arrivées au niveau de l'organe suprême, qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ces décisions ont été mises dans un tiroir, et ce sont les décisions contraires à ce que la commission avait arrêté, qui ont été prises et qui ont été mises en œuvre. Voilà donc la vraie situation au sein de la CEDEAO. Et quand on parlait de... Je voyais vos yeux briller quand vous évoquez le député sénégalais. Vous dites que c'est sa manière d'aider la CEDEAO. Vous croyez même, puisque vous reprenez un peu ces pensées, est-ce que vous avez l'impression qu'on finira par avoir plusieurs Guy Sagna au niveau de la CEDEAO? Ou d'abord, est-ce que vous approuvez sa manière de faire? Parce que cette dépense, qui n'est pas diplomate. Très bonne question. En fait, avant de répondre à la question, est-ce que je pense qu'il y aura d'autres Guy Sagna, est-ce que j'approuve sa manière de faire, je voudrais d'abord revenir à nous-mêmes. Quand j'ai dit nous-mêmes, c'est nous qui nous battons pour que les choses puissent évoluer favorablement dans nos pays. Nous avons régulièrement dénoncé la CEDEAO, moi en premier. Mais ce que j'estime très insuffisant comme attitude, c'est de se lever, de sortir un communiqué, d'aller sur les antennes, de dénoncer la CEDEAO et ensuite de passer à autre chose. Mais comment pouvons-nous attendre ou espérer que les choses se fassent d'elles-mêmes? Vous avez des gens, je me répète, qui sont des dictateurs dans leur pays, qui se retrouvent à la tête d'une institution. Et vous pensez que, de façon comme ça, miraculeuse, ces dictateurs vont décider de prendre des actes, de poser des actes qui vont conduire à la démocratisation de la CEDEAO et donc, par ricochet, à la démocratisation de leur pays. C'est presque impossible. Cela veut dire qu'il y a un travail de fond à faire.
Et c'est là où moi je me désole quand je vois de grandes personnalités sortir des articles, faire du bruit contre la CEDEAO et ensuite passer à autre chose. Mais et le travail de plaidoyer, et le travail de fond? Parce que sachez que le pouvoir, lui, il fait ce travail de fond. Je vous en donne une preuve. Je disais que nous étions à Abuja. Nous avons rencontré les gens de la commission, nous avons discuté, et nous leur avons posé encore le problème de la réforme de la CEDEAO. Je leur ai dit, mais 2015, 2022, on a vu les pays qui s'y sont opposés, dont le Togo, à 2 reprises. Finalement, à quand cette réforme avec les dispositions qui renforcent la démocratie? On nous dit, cette fois-ci, c'est presque sûr que ça va se faire. C'est imminent parce que la CEDEAO va fêter ses 50 ans l'année prochaine et on est obligé, compte tenu de tout ce qui se passe avec l'AES, avec tout ce qui se passe, on est obligé de réformer la CEDEAO. Je dis donc, vous allez prendre les dispositions qui limitent les mandats. On nous dit, il y a 2 pays qui ont des exigences. C'est la réponse qu'on nous donne à la commission. 2 pays. On nous cite le Togo. Je ne sais pas quel est le second pays qui a des exigences. On nous dit que le Togo a des exigences, mais on ne nous en dit pas plus. Je finis par comprendre ensuite que la commission a eu 2 séances de travail au Togo avec le pouvoir togolais. Donc, c'est là où je reprends en disant que quand nous on se lève, qu'on fait du bruit et qu'on dénonce et qu'on s'arrête à ça, eux, ils travaillent avec la commission. Ils savent que quoi qu'il en soit, il ne faut pas lâcher la commission, il faut faire en sorte que la réforme qui va arriver, peut-être même en décembre, on aura cette réforme, ou au début de l'année prochaine, cette réforme ne doit pas faire que tout ce qu'ils ont fait avec la nouvelle constitution se retrouve à l'eau. Et donc, ils sont en train de marquer la CEDEAO à la culotte, ils sont en train de marquer la commission de la CEDEAO à la culotte pour obtenir gain de cause. Et je discute encore avec des autorités de la CEDEAO, et ils disent quelque chose de particulièrement important. Je leur demande donc, lorsque vous allez prendre la disposition qui limite les mandats, ces mandats vont concerner les chefs d'État et de gouvernement. Et la réponse qu'on me donne, je ne peux pas donner le nom de la personne, c'est non. La réforme, la limitation va concerner le chef de l'État. Donc je comprends que nous sommes dans une situation où la CEDEAO peut effectivement enfin faire la réforme. Le Togo ne va pas s'y opposer, puisque si la CEDEAO fait une réforme limitant uniquement le mandat du chef de l'État, elle répond déjà à la nouvelle constitution du Togo qui limite le mandat du chef de l'État, mais qui ne touche pas à la durée, à la longueur ou à la multiplication du nombre de mandats pour le président du Conseil des ministres qui est le chef de gouvernement. Alors je pose une question. Je leur demande, ok, comment s'appelle l'organe suprême de la CEDEAO? C'est bien la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La personne me dit oui. Et vous trouvez cohérent et logique que lorsque vous décidez de limiter, vous limitez pour le chef de l'État et vous ne limitez pas pour le chef de gouvernement. La personne me regarde, on me dit, il faudra qu'on se revoie pour discuter. C'est pour dire qu'il y a un travail à faire. Il faut, au-delà de la dénonciation, se dire que les choses ne se feront jamais d'elles-mêmes. Il faut se donner le courage, la volonté, aller, retourner, discuter, expliquer, et expliquer que aujourd'hui, il est inconcevable qu'un organe qui s'appelle Conférence des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'on a compris que selon les pays, le pouvoir est détenu soit par le chef de l'État, soit par le chef de gouvernement. Et donc, si vous voulez limiter le pouvoir, selon les pays, il faut limiter pour le chef de l'État ou pour le chef de gouvernement. Visiblement, quand on vous écoute là, on sent que le pouvoir ou les pouvoirs au niveau de la CEDEAO sont relativement partagés. Quand on vous a écouté au début, vous semblez dire que le pouvoir est détenu uniquement que par les chefs d'État. Mais s'il y a une commission qui peut éventuellement influencer ou influer sur l'avenir de la structure, cela suppose que le pouvoir n'est pas totalement ou exclusivement aux mains des chefs d'État ou de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Alors, vous parlez de la CEDEAO, c'est ça? Je parle de la CEDEAO. Alors, la commission, c'est des gens comme vous et moi. C'est des citoyens, c'est parfois même des gens issus de la société civile, c'est des gens issus du secteur des droits de l'homme. Donc c'est des gens qui réfléchissent, qui rencontrent les citoyens, parfois, lorsque les missions arrivent dans certains pays. Nous avons, en tant qu'organisation de la société civile, rencontré déjà une mission de la CEDEAO. Nous avons évoqué nos préoccupations. Et la commission doit prendre en compte ces préoccupations. Ensuite, la commission, elle rédige un rapport, mais la décision finale, c'est là où se situe le problème. La décision finale n'appartiendra jamais à la commission. La commission fera des propositions, mais il reviendra à la conférence
des chefs d'État et de gouvernement, de façon consensuelle en plus, de dire oui ou de dire non par rapport à la proposition. Revenons à la méthode Guy Sagna. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de Guy Sagna? Nous avons discuté avec M. Guy Sagna. En fait, nous avions même prévu une séance de travail spéciale avec lui. L'événement a eu lieu le dimanche. Quand je dis l'événement, l'agression. Il est rentré à Dakar le lundi. Voilà, il était prévu qu'on se retrouve le mardi pour une séance de travail spéciale, où nous devions évoquer un certain nombre de choses. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, puisque bon, il a été agressé, il est rentré chez lui. Et les discussions préliminaires nous ont fait comprendre quand même que, je ne dirais pas qu'il y a d'autres Guy Sagna au Parlement de la CEDEAO, mais nous avons compris qu'il y avait d'autres parlementaires qui comprenaient tout à fait cette nécessité de changer le visage du Parlement de la CEDEAO, mais qui n'ont peut-être pas la même méthodologie que M. Guy Sagna. Parce que M. Guy Sagna, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui rue dans les brancards. Tout le monde n'est pas ainsi. Chacun a sa nature. Je ne pense pas que moi-même j'aurais pu faire comme il le fait. Chacun a sa nature, mais il nous a fait comprendre que, en termes de stratégie, il est possible effectivement de faire en sorte que cette petite voix que nous émettons, qui arrive aux oreilles des gens comme M. Guy Sagna, on peut s'appuyer sur certaines personnes pour amplifier cette voix. On l'a écouté dire qu'il devient désormais togolais. Est-ce que c'est un point que vous marquez au niveau de vous qui portez un certain nombre de revendications ou de visions pour le Togo? Je crois que nous sommes tous, de toute façon, nous sommes pour la plupart avec cet esprit de panafricain, de vrai panafricain, où c'est une solidarité qui nous amène à nous épanouir ensemble. Il se dit togolais, moi je me dis sénégalais, je me dis béninois. Lorsque les béninois sont en difficulté, je me sens concerné. Lorsque les sénégalais avec Macky Sall étaient en difficulté, je me suis senti également concerné. Et je crois qu'aujourd'hui, pour lui, avec cet esprit panafricain qui l'anime, il imagine mal être un député parlementaire focalisé sur le cas du Sénégal. Et je fais un peu référence à une sortie d'un ancien député du Togo où c'est encore des choses qui font honte au pays. Moi, c'est un député béninois qui m'a appelé, qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que ce monsieur, on l'a invité sur un plateau pour venir dire de telles contre-vérités, dire des choses du genre n'étant plus député dans son pays, puisque le Parlement, vous le savez, au Sénégal a été dissous. Il y aura de nouvelles élections bientôt, donc automatiquement, il n'est plus député de la CEDEAO. C'est des contre-vérités, c'est des mensonges, malheureusement. Bon, bref, pour revenir à ce que vous avez posé comme question, en tant que ouest-africain, pour ne pas dire africain, on ne peut que se sentir concerné par ce qui se passe au Togo, par ce qui se passe au Mali, par ce qui se passe au Burkina. Il y a tellement d'interconnexions aujourd'hui qu'on ne peut pas être député parlementaire de la CEDEAO et dire que puisque je suis venu du Sénégal, je me focalise uniquement sur les questions du Sénégal. Et d'ailleurs, lisez l'acte additionnel qui renforce les prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je pense que c'est un acte qui date de 2016. C'est dit clairement. Lorsqu'on parle de députés, lorsqu'on parle de parlementaires de la CEDEAO, vous représentez l'ensemble de la communauté. Donc il n'est pas en train d'usurper une fonction. C'est ce que le document qu'il a nommé donne comme définition d'un député de la CEDEAO. Il ne peut pas se considérer comme député de la CEDEAO et se focaliser uniquement sur les questions sénégalaises. Revenons à ces événements qui ont eu lieu dimanche. Vous nous avez dit que vous étiez présent. Sans doute que vous avez été surpris, comme un certain nombre de Togolais, que ces événements-là aient pu se passer, parce que beaucoup ont pensé, ou beaucoup pensent, que ce sont des événements qui ne peuvent plus se passer au Togo. Vous avez été sans doute touché. Qu'est-ce que vous retenez de ce dimanche-là? D'abord, comme vous l'avez dit, nous pensions quand même qu'au Togo, nous avions dépassé ce niveau de bassesse, ce niveau de sauvagerie, et je me rends compte aujourd'hui que malheureusement ce n'est pas le cas. Voir des gens qui sont togolais comme nous accepter d'être missionnés pour venir comme ça en groupe, poser des actes de violence gratuite à l'endroit de personnes qui n'ont fait que s'exprimer. Les gens qui étaient au podium, les gens qui étaient dans la salle, ce ne sont pas des malfaiteurs. Ce sont des gens qui ont des opinions et qui sont venus exposer leurs opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez le micro et donnez vos opinions. C'est un débat d'idées. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays civilisés et c'est comme ça que les pays avancent. Mais s'il faut revenir avec
un système de violence et peut-être de contre-violence demain. Mais où est-ce que nous allons? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, c'est un appel que je fais désormais aux forces de l'ordre. Parce que là, si vous regardez un peu le communiqué de Amnesty, tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez parlé des réactions au Togo et au Sénégal, mais les réactions sont allées bien au-delà de ces pays. Voyez sur les réseaux sociaux combien de Maliens, combien d'Ivoiriens, combien de Nigériens. Moi, lorsque ça s'est passé, j'avais des collègues du Niger qui étaient à Lomé. Ils m'ont dit, mais David, est-ce qu'on peut aller saluer le député? Parce que ce qui s'est passé au Togo, nous, on ne peut pas comprendre ça. On est du Niger, mais on ne peut pas l'accepter. Et ils sont venus à la clinique. J'ai demandé à M. Guimarius qui a accepté. Ils ont pris des photos ensemble et ils lui ont témoigné vraiment tout leur soutien en disant, mais c'est quoi ça? C'est une honte nationale. Il faut le dire clairement. Ce que nous avons subi, c'est une honte nationale. Nous avons pensé à tort que tout cela c'était du passé. On se rend compte que malheureusement ce n'est pas du passé et peut-être même que ça va aller en croissant. D'autant que j'ai entendu certaines personnes que moi je n'aurais jamais imaginé dire des choses comme ça, mais faire comme si ce qu'on a fait subir à M. Sagna c'était même insuffisant. Il aurait fallu faire plus, l'humilier davantage, etc., etc. J'ai eu honte pour ces personnes quand j'ai entendu ces personnes. C'est les Togolais? Les Togolais. Les acteurs politiques? Même pas, mais des acteurs très haut placés. Je n'en dis pas plus. Ensuite, donc je revenais aux forces de l'ordre en disant que ce qui s'est passé, ça, en dépit du communiqué, ce communiqué de la police nationale, je n'en tiens pas compte. Non, pourquoi vous dites ça? Je n'en tiens pas compte parce que la police nationale dit j'y étais, mais comme j'y étais, parce qu'ils ont parlé, ils ont reconnu qu'il y avait des patrouilles qui étaient dans la zone. J'y étais, mais bon, comme ce n'était pas quelque chose d'organisé où on m'a demandé d'être présent pour assurer l'ordre, c'est quoi ça? C'est grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je me fais agresser, si je n'avais pas envoyé une demande préalable pour que la police sache que je suis en train d'organiser quelque chose, même si la police est dans la zone, la police ne va pas intervenir. C'est ce que ça veut dire. C'est extrêmement grave. Et quelqu'un de la CEDEAO m'a dit, mais vous imaginez si la police sénégalaise lit ce communiqué de la police nationale togolaise? Mais les gens vont se rouler à terre en riant. Ils vont dire, mais c'est quoi cette police qui dit j'y suis, mais comme je n'étais pas informé, donc je ne suis pas intervenu. En fait, c'est ce que dit le communiqué. Mais je mets ça de côté. Pour moi, aujourd'hui, il est important que les forces de sécurité du Togo comprennent la nécessité pour elles de démontrer à la nation que ces forces sont là pour nous, les citoyens. Nous payons nos impôts. C'est avec ces impôts qu'on équipe ces forces, qu'on paye les gens qui sont les éléments de cette force. La force de sécurité du Togo, elle a sa mission, c'est de protéger le citoyen togolais. Et j'espère que pour les autres manifestations, les gens qui seront sur le terrain ne diront pas simplement nous étions présents, mais joueront vraiment ce rôle de sécurisation des citoyens. Nous avons un meeting le dimanche 13 à Agoué. Il y aura certainement des forces de sécurité qui seront présentes. Nous serons très très curieux de savoir et de voir ces forces à l'œuvre si jamais il doit se produire quelque chose. Mais je suis convaincu que tout ira dans la paix, P-A-I-X. Depuis dimanche, il y a quand même une particularité liée aux événements qui se sont produits au sein de la CDP. On ne parle que du député sénégalais. On ne parle que de lui à l'international. Même à l'interne, on ne parle que de lui. Mais force est de constater quand même qu'il y a eu d'autres blessés. J'ai vu des images. Brigitte Adjamabou Johnson qui est députée. Il y a d'autres, des journalistes qui ont été également blessés. Pourquoi on ne parle pas assez des autres? Je pense que c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'on bastonne, qu'on frappe des Togolais. On s'est habitué. Est-ce que vous voulez dire? C'est triste à dire. C'est triste à dire. Ça fait rire, c'est un rire jaune. Mais c'est presque ça, j'ai l'impression. Oui, ça fait longtemps que ces Togolais se font battre par leur pouvoir. C'est comme ça au Togo. C'est la violence d'un pouvoir contre sa population. Mais je pense que les gens n'ont jamais imaginé qu'un étranger qui arrive, qui doit quand même, quelle que soit la situation, bénéficier de la protection, bénéficier d'un minimum de compassion. J'ai entendu ensuite la ministre chargée, porte-parole du gouvernement s'exprimer. Je pense que, je suis désolé pour elle, je ne la connais pas, mais je pense qu'elle a manqué une occasion de se taire. Dans des circonstances pareilles, la première parole, c'est de manifester un peu de compassion, un peu de compassion. On a des femmes qui ont été battues par des baraqués. Des gens lâches qui viennent, qui s'en prennent à une femme, qui s'en prennent à une mère, qui s'en prennent à une grand-mère. Et toi, en tant que femme, quand tu prends la parole, la première chose, c'est de parler de passion et de parler de mauvaise foi. C'est triste. Imaginez,
qu'elles se mettent à la place de ces personnes, comme vous l'avez dit à un moment donné, qui ont reçu des gifles, des coups, battus avec des chaises en plastique. Qu'elles se mettent un peu à la place de ces gens-là. Ces premières paroles auraient dû être des paroles de compassion. Ensuite, si elle a besoin de faire un peu de morale ou dire des choses, qu'elle le dise. Mais la première parole, qui consiste à dire oui, il y a eu de la passion, il y a eu de la mauvaise foi, c'est extrêmement grave. Et c'est des choses qui marquent, c'est des choses qui sont sur les réseaux sociaux. Et l'histoire s'en souviendra. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Oui, parce que bon, déjà frappé, on connaît cette formule au Togo. Mais aujourd'hui, voir quelqu'un venu d'ailleurs, qui est un parlementaire de la CEDEAO, et que l'État togolais n'a pas été en mesure de protéger cette personne, et que surtout, on a le sentiment que c'est une violence qui a été orchestrée, organisée, ciblant cette personne, c'est là où les gens se sont dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va plus dans ce pays. Bien, merci, professeur ou docteur David Ossé. Vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Vous êtes notre invité du jour. Et la tradition veut qu'après 45 minutes d'échange, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs qui, eux aussi, ont sans doute des préoccupations à partager avec nous ce dimanche. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, c'est Pelé. Oui, allez-y. Bonjour. Monsieur Pelé, bonjour. Et merci encore du soutien, parce que vous étiez présent, je le dis, en tout cas à la clinique. Je ne sais pas si vous étiez là lors de la rencontre citoyenne, mais déjà là où les blessés ont été pris en charge, vous étiez là, vous êtes venu nous soutenir et je vous assure que c'est quelque chose que nous avons beaucoup apprécié. Merci. Apparemment, moi j'étais là-bas, sur le site déjà. Déjà à midi 30, moi j'étais là-bas. Et donc, professeur, comme c'est vous qui êtes invité aujourd'hui, je voudrais vous poser la question. Parce que je vous ai vu venir au début, quand la raconte voulait commencer, j'étais arrivé à la dernière minute pour le début, et vous voulez rester derrière, vous avez fait déplacer pour revenir rester devant. Donc, je pense que vous êtes arrivé 10 minutes après que la chose a commencé. Si on vous demande, quand vous étiez arrivé là-bas, est-ce que vous avez vu une voiture de la sécurité? C'est la première question. Et sa position. Et quand vous êtes arrivé, la rencontre que vous avez assistée, quelles ont été des paroles annoncées avant que, c'est-à-dire des paroles violentes qui ont été annoncées, soit pour Mme Adjamabou, soit pour le député Sanya, et que la chose a commencé. Selon vous, aujourd'hui, non, mais en fait, non, c'est bon, Pelé, vous avez deux questions. Vous reviendrez une seconde fois. Mais avant de répondre, j'ai dit tantôt, professeur ou docteur, et il y a quelqu'un qui me dit que vous êtes un professeur et non un docteur. Quelle est la différence? Non, en fait, lorsqu'on dit qu'on est professeur, c'est plutôt par rapport à l'université, à la carrière académique. On est enseignant. Donc, on est professeur d'université, donc je suis professeur de chirurgie, mais je suis docteur en médecine. Oui, puisque en réalité, c'est ce que moi je dis. Pour moi, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on dit que je suis docteur, c'est beaucoup plus par rapport à mes malades à l'hôpital. Et lorsqu'on dit que je suis professeur, c'est par rapport à mes étudiants. Puisque je sais que vous êtes dans les deux. Voilà. C'est pourquoi j'ai voulu faire du pied de coups. Ok, maintenant, allez-y. Alors, oui, effectivement, je vais répondre à la deuxième question. Est-ce qu'il y a eu des propos méchants, malveillants, de violence tenus par soit Mme Adjamabou, soit M. Guy Marius Sagna? Je réponds clairement non. Clairement non. Ce sont des idées qui ont été exprimées et à un moment donné, M. Guy Marius Sagna nous a demandé d'entonner l'hymne national du Togo, de nous lever pour entonner l'hymne national du Togo. Ça a été le point de départ de la violence. Aussitôt, la première chaise est venue de derrière et je revois encore cette chaise voler au-dessus de nous, qui étions au premier rang, tomber sur les gens qui étaient au podium. Et en même temps, quelqu'un vociférait, vous êtes Togolais, vous êtes Togolais. Et lorsqu'on s'est retourné, on a vu ce groupe se lever, foncer vers le podium et perpétrer les actes que tout le monde dénonce aujourd'hui. Ça, c'est pour ce qui concerne la deuxième question. Pour ce qui concerne la première question, je préfère ne pas donner de réponse parce que je préfère ne pas donner de réponse. Bien, merci. Deuxième auditeur, allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. C'est Yoshua? Oui, Yoshua. Yoshua, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Je salue l'invité. Bonjour. Vraiment,
je me demande si nous sommes au Togo ou bien nous sommes dans un pays de rêve. Parce que l'honorable député du Sénégal avait dit quelque chose. Et les députés de la CEDEAO, ils mangent dans l'avion au moment où les Togolais mangent sur le dépotoir. C'est ça qui a énervé les gens, je n'ai pas compris. Maintenant, moi, là, qu'est-ce que j'allais poser à l'invité, c'est souvent chez les Blancs, nous entendons parler de légitime défense. Maintenant, comment est-ce qu'on peut pas dire ça? Parce que vous étiez dans un lieu, les gens étaient venus vous agresser. Est-ce que ça peut arriver dans un pays où on peut parler un jour de légitime défense en tabassant les mêmes personnes qui étaient venues vous tabasser? C'est possible aussi. Mais bon, je sais pas, la loi est contre. Merci beaucoup. Bien, merci. Réaction. Je n'ai pas bien compris. Ne m'en faites pas de légitime défense. Est-ce que, par exemple, dans la situation de la dernière fois, est-ce qu'on peut, éventuellement, si vous réagissez, dire que vous êtes dans le cadre de la légitime défense? Alors, j'avais tout à l'heure, en répondant aux questions de M. Pirot, dit que j'interpelle les forces de sécurité du Togo parce que nous sommes en train d'entrer dans un cycle qui est un cycle dangereux où la violence instrumentalisée risque d'être accentuée. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit, les gens vont dire mais je ne vais pas me laisser faire à chaque fois. Cette fois-ci, moi aussi, je prends mes dispositions pour, comme vous l'avez dit, faire de la légitime défense. Et nous risquons d'entrer dans ce cycle de violence contre violence et c'est extrêmement dangereux. Nous sommes de la société civile. Nous disons qu'il ne faut pas que ce cycle vicieux puisse voir le jour et même évoluer dans notre pays. Il faut absolument que les forces de sécurité jouent leur rôle. Il faut empêcher, tuer dans l'œuf toute violence. Si nous allons à une manifestation aujourd'hui, il est clair quand même que nous avons tiré des enseignements de ce qui s'est passé la fois dernière. Nous avons toujours une sécurité propre. Il va falloir qu'il y ait davantage de personnel de sécurité. Il va falloir renforcer le cordon de sécurité autour de certaines personnes. Mais les forces de sécurité du Togo ne peuvent pas se mettre en marche et nous dire « organisez votre sécurité, mettez-vous face aux miliciens ». Ce serait extrêmement grave. La légitime défense, je pense qu'elle se justifie. Il faut pouvoir se protéger d'une part et se défendre lorsqu'on est attaqué. Mais j'espère que l'objectif, ce n'est pas de mettre de côté les forces de sécurité du Togo. Il faut surtout renforcer nos forces de sécurité et leur permettre de jouer ce rôle d'anticipation et d'empêcher que le cycle infernal de la violence revienne dans notre pays. Bien, merci. Après Yoshua, nous avons un troisième auditeur. Allô? Bonjour, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Bonjour. Oui, quel est votre nom? C'est M. Mauto. Mauto, vous êtes à l'antenne. Oui, salut à votre invité. Je vous remercie pour votre courage. Merci à vous. Ma première question, par rapport à un là, vous ne voyez pas qu'il m'a fait des cartons ponctuels pour cette volet-là, qui n'ont pas dit cette là. Parce que moi, j'ai connu l'affaire, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas manipuler n'importe quoi. Si vous avez bien éduqué votre enfant à la maison, même quelqu'un ne va pas donner à manger, il va refuser. C'est une préoccupation. À votre connaissance, est-ce que le Parlement togolais a sorti un communiqué pour condamner ce cas-là? Parce qu'on a battu une députée togolaise et c'est le Togo qui a été battu. Et il y a un temps encore eu. Monsieur Yasser l'a dit la fois dernière à 2012 que le groupe de défense. Donc c'est un ministre. Il opère devant les forces de l'ordre. Donc il a maîtrisé. Il a été uni. Cette fois-ci, cet avis-là doit aboutir. Merci, bonne émission. Oui, Mauto, vous écoutez. Il passe le premier volet, c'est la question de l'éducation. Des miliciens? Non, mais en fait, de l'éducation de la personne togolaise, du Togolais qui éventuellement peut devenir bon ou devenir mauvais. Il parle de l'éducation à la base. L'éducation à la base, oui. Je crois que c'est. En tout cas, moi, je fais référence à ce que j'ai vu la fois dernière au siège de la CDPA. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à accepter de poser de tels actes. Est-ce que c'est parce qu'on reçoit de l'argent? Mais combien on peut vous donner pour que vous acceptiez de faire de cette basse besogne? C'est tellement honteux. C'est-à-dire que je ne trouve pas d'explication. Est-ce que c'est un problème d'éducation, comme vous semblez le dire? Mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, dans l'esprit de ces gens, il y a quelque chose qui s'est perverti. Hein.
accepter d'aller s'en prendre. Si vous les voyez, c'est des gens vraiment, ils ne sont pas comme Pierrot ou moi, c'est des gens qui sont vraiment très costauds. Accepter alors, avec cette force, de se mettre au service d'un système, moyennant peut-être un peu d'argent, je ne sais pas combien on peut vous donner, pour que vous acceptiez d'aller taper une dame, taper un homme, parce que tout simplement cette personne dit quelque chose qui déplaît à celui qui vous envoie. Je trouve que c'est qu'on manque soi-même de dignité, c'est qu'on manque soi-même d'honneur, c'est qu'on manque soi-même peut-être d'éducation ou d'autres choses. Donc, est-ce que c'est simplement un problème d'éducation ou il y a eu quelque chose qui à un moment donné a fait que la psychologie s'est pervertie, je ne sais pas. Deuxième partie de la question, c'est sur le Parlement togolais. Est-ce que le Parlement togolais... Ah oui, très bonne question. Vous savez, lorsque ça s'est produit, nous avons d'abord pris en charge les blessés en urgence dans une clinique juste à côté, et puis ensuite, pour certaines raisons, il a été décidé de transférer le député Sagna, je peux le dire ici puisque c'est sorti dans les communiqués, à la clinique Biassa. Et jusque très tard dans la nuit, nous étions là, l'ambassade du Sénégal a envoyé son chargé. Je l'ai dit, les Nigériens sont venus, des Sénégalais citoyens sont venus, des hommes politiques togolais sont venus. Je me permets peut-être de marquer un petit temps d'arrêt là-dessus parce que certains ont dit à un moment donné, oui, on n'a pas entendu les communiqués des autres partis politiques. C'est faux. Lorsque ça s'est produit, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des responsables politiques d'autres organisations en dehors de la CDPA qui ont fait le déplacement de la clinique. Il y a des responsables politiques d'autres organisations d'opposition en dehors de la CDPA qui m'ont appelé quand ils ont su que j'y étais pour prendre des nouvelles du Sénégalais. Ils ont souhaité venir, mais à une heure assez tardive, et je leur ai dit que le gars était en train de se reposer et qu'il fallait peut-être mieux attendre le lendemain. Le lendemain, ces mêmes responsables ont rappelé pour savoir s'ils pouvaient venir, et c'est là où je leur ai annoncé que malheureusement, le député avait été exfiltré dans la nuit par son ambassade et qu'il avait été mis en sécurité ailleurs et que dans la... Non, mais en fait, quand on dit ça, exfiltré, c'est un mot qui sonne un peu bizarre dans la tête. Et il est venu par l'aéroport de Lomé. Il est parti comment? Par la route Quand je dis exfiltré de la clinique. Exfiltré de la clinique. Exfiltré de la clinique. Ah, parce okay. que, pour des raisons sécuritaires, il faut le dire clairement. Ouais. Parce que, mais il est passé par l'aéroport de Lomé. Il est passé par l'aéroport de Lomé. Parce que, effectivement, j'ai vu la réaction des représentants de l'ambassade du Sénégal qui n'étaient pas du tout contents, qui m'ont dit qu'ils avaient appelé les autorités du Sénégal, qui avaient appelé les autorités gouvernementales du Togo. Et c'est là où j'en reviens à sa question, c'est de savoir s'il y a eu un communiqué. Mais avant qu'il y ait un communiqué, la moindre des choses, ce serait déjà un geste de compassion. J'avais tout à l'heure évoqué l'intervention sur un média international de la ministre chargée de porte-parole du gouvernement. Mais on aurait pu s'attendre à ce que dans un pays normal, au moins on envoie peut-être un secrétaire, je sais pas quoi, d'un ministère pour venir au nom du gouvernement s'enquérir de l'état de santé de M. Guy Marius Sagna. Personne n'est venu. Moi je suis resté là jusque très tard dans la nuit. Personne n'est venu. Personne du Parlement de la CEDEAO, personne du Parlement du Togo, personne du gouvernement du Togo. C'est comme si, d'une certaine manière, dans le communiqué que nous avons sorti au Front Citoyen Togo Debout, nous avons dit c'est comme un acte de... Comment on dit? Je commence à être fatigué. Un événement? Non, c'est comme si, voilà, on fait un aveu de culpabilité, c'est le terme que je cherchais. Mais c'est comme si, je ne sais pas, un aveu de culpabilité. C'est comme si ces personnes, sachant ce qui avait été à l'origine de cette violence, avaient décidé de n'envoyer personne au chevet de monsieur. Mais le Parlement de la CEDEAO a condamné par la suite les événements qui se sont produits dimanche dernier. Allô, bonjour. Monsieur Pierrot. Oui. Bonjour. Bonjour, quel est votre nom? Oui, c'est votre petit frère, monsieur Grégoire, depuis Agoué. Grégoire, vous êtes à l'antenne, allez-y. J'ai resté pendant 4 minutes de 5e minute. Bon, ça ne cause rien, c'est vrai. Je salue d'abord et que je respecte beaucoup. Bonjour. Monsieur Pierrot, vous savez, moi-même aussi, je devrais être à la place la dernière fois. J'étais préoccupé à la dernière nuit. Je suis envoyé par la Timopopo depuis Enfagna. Malheureusement, je n'ai pas été. Et malheureusement aussi, cette situation aussi est possible. Mais j'ai une question à poser à notre invité. Est-ce que lui voit encore l'avenir du Togo? C'est la première. La deuxième question, est-ce que nos gouvernants sont conscients qu'ils dirigent le pays?
Merci, hein, et très belle journée à vous. Bien, merci pour l'intervention sur la question de l'avenir du Togo. Oui, bien sûr. Si je n'y croyais pas, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais raccroché les gants. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je disais par rapport à la CEDEAO. Si nous sommes là, assis, les bras croisés, en espérant que les choses se fassent d'elles-mêmes, les choses ne se feront jamais, jamais d'elles-mêmes. Jamais. C'est un peuple qui se libère. Beaucoup l'ont dit suite à ce qui s'est passé avec le député Guy Marius Sagna, beaucoup l'ont dit avant. Les gens pourront nous aider, les gens pourront parler en notre nom à nous, Togolais. Mais si nous, Togolais, nous décidons d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, elles ne se feront jamais. C'est à nous de croire en l'avenir. Vous m'avez posé une question, monsieur, je réponds clairement. Si nous croyons en l'avenir de notre peuple, si nous croyons en l'avenir de notre nation, un Togo uni, un Togo où on a une vraie cohésion nationale, où le vivre ensemble est une réalité, parce que ce qu'on nous vend là actuellement, ce n'est pas le vivre ensemble. Ce qu'on nous vend là, c'est pour nous diviser. Ce qu'on nous vend là, c'est pour nous réduire en esclavage. On est des clouvis, pour reprendre un terme de chez moi, on est des clouvis dans notre propre pays et c'est inacceptable. Mais si nous croyons en l'avenir, alors faisons en sorte que ça change. C'est le travail du colibri. Chacun à son niveau peut apporter la petite goutte qui va éteindre l'incendie. Croyons en cette possibilité. Il faut y croire. Déjà, lorsque nous prenons la responsabilité d'organiser un meeting un dimanche où tout le monde pratiquement est au repos à la maison, disons-nous tout simplement que, bon, une fois dans le mois, donnons 2 heures à la nation togolaise. Allons ensemble démontrer à la face du monde entier que nous ne sommes pas d'accord avec ce Togo qu'on nous sert. Mais si nous restons à la maison en disant que de toute façon c'est fait, c'est consommé, je vous assure. Donc vraiment ce sera consommé. La deuxième partie de la question, à propos du gouvernement qui dirige ou pas le pays. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que je l'avais dit au début, lorsqu'on décide de construire une gouvernance en s'appuyant sur des fondements qui sont totalement faux, vous avez beau déployer toute l'énergie de la Terre, vous n'allez pas y arriver. Quoi qu'il en soit, la nature a ses règles. Vous ne pouvez pas venir dire que nous avons, contrairement à la Constitution de 1992, pris le temps de réfléchir à ce qui nous sommes, à nous où nous voulons aller. Et c'est pour ça que nous mettons en place une nouvelle république. Et juste après, nous dire que c'est maintenant que vous avez mis en place et promulgué que vous allez en mission en Inde pour aller comprendre. Vous voyez que c'est totalement incohérent. Ensuite, vous mettez en place ce processus, ou ensuite, plutôt que de dire ensuite, je devrais dire avant justement d'en arriver à cette adoption de la nouvelle constitution, on vous voit à l'Assemblée nationale, alors que vous n'en avez pas la prérogative, décider de changer une constitution. Donc vous violez les dispositions constitutionnelles, vous violez les règles que la nation elle-même s'est données. Et vous voulez ensuite venir dire que vous allez mettre en place une bonne gouvernance, mais sur quelle base? Vous vous appuyez sur quoi finalement? Bien, merci. Il nous reste environ 25 minutes. Nous avons sans doute le temps d'insérer plusieurs auditeurs avec leurs préoccupations. Le prochain auditeur qui est là, allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, quel est votre nom? Je suis au nom Marc. Marc, vous êtes à l'antenne. Marc, on vous écoute. Je voulais dire bonjour à monsieur le docteur. Bonjour. J'ai tellement aimé son intervention. Et je voulais savoir, effectivement, monsieur Guy Marius était au Togo. Pourquoi quand il avait embêté, je peux dire embêté, excusez-moi le terme, il avait embêté notre président de la République à l'extérieur, aucun média ou bien aucune personnalité n'avait condamné ces propos. Bon, effectivement, son intervention, c'est bon. Mais quand il prend la parole, c'est comme il a quelque chose envers nos autorités. Donc c'est ça qui a fait que peut-être les autorités aussi n'avaient pas la même mise après ça, son agression. Sinon, c'est ça que je voulais. Bien, Marc. Oui. Oui. Oui, allez-y. Oui, je voulais dire que, au moins, quand, à son arrivée au Togo, il devrait suivre la loi, voir qu'est-ce qui est bon ici, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est comme il s'est dit que
il est au Togo, il n'y a pas une autorité qui peut le contrecarrer. Et c'est pas bien. Pour moi, il faut au moins faire un pas envers les autorités d'abord et voir est-ce que ce que je veux faire là, c'est bon ou bien ce n'est pas bon. C'est ça mon intervention. Bien, merci. Merci Marc pour votre intervention. Réaction? Ah oui, je suis content que Marc soit intervenu, qu'il ait donné son opinion. Alors, première chose, est-ce que M. Guy-Marius Sagna a embêté les autorités lorsqu'il était au Parlement de la CEDEAO? M. Guy-Marius Sagna a dit tout haut ce que nous disons ici. Il a répercuté à la CEDEAO des difficultés réelles que nous vivons au Togo. Parce que pour nous, et je le répète, ce qui s'est fait au Togo en 2024, avec la promulgation le 6 mai 2024 d'une nouvelle constitution, c'est un coup d'État constitutionnel. Je ne le dis pas parce que je n'aime pas le chef de l'État ou que je n'aime pas le système. Non, il suffit juste de se baser sur des faits. Vous avez une constitution qui dit clairement des choses. Des personnes sont allées à l'encontre de ce que dit la constitution pour poser un acte. Et ça s'appelle violation des dispositions constitutionnelles. C'est fait dans un certain but. Et donc, on considère que c'est un coup d'État constitutionnel. Il n'a fait que répéter la même chose. Si vous avez suivi M. Guy-Marius Sagna dans ses interventions, il n'a pas parlé que du Togo. Et à un moment donné, vous avez vu même cette dispute, entre guillemets, qu'il y a eu avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, qui est de la Côte d'Ivoire, parce qu'il a tenu également des propos soulevés par les populations ivoiriennes à l'encontre de M. Ouattara. De même, il s'est prononcé par rapport à la Guinée-Bissau. Et donc, M. Guy-Marius Sagna, peut-être que dans la méthode, tout le monde n'est pas comme lui, mais au moins, pour une fois, nous avons un Parlement de la CEDEAO qui donne le sentiment que le parlementaire n'est pas là simplement pour toucher à ses perdièmes, prendre ses honoraires et ensuite aller dormir dans les grands hôtels, voyager en classe business, être invité par les parlements des différents pays à aller dîner, à aller en excursion, mais qu'il joue son rôle de parlementaire. Et ça, on ne peut que le féliciter pour cela, M. Marc. Voilà donc enfin un parlementaire de la CEDEAO qui se préoccupe des aspirations. Et nous sommes en politique. En politique, c'est un débat d'idées. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on ne prend pas des miliciens pour aller bastonner les gens. C'est ce qu'on dit. Bien, merci. Il y a des questions qui sont envoyées notamment sur les réseaux sociaux. Il y a cette question de Bertin Amouzoui qui dit j'aimerais demander à Dr Dossé s'il ne souhaiterait pas devenir député pour mieux faire entendre ses opinions qui, selon moi, sont souvent très sensées. Je ne sais pas, j'ai pas un député au Togo ou oui, mais en fait, vous voulez devenir député ou au Parlement européen? Vous êtes togolais. Non, j'avoue que pour le moment, je crois que ma position en tant qu'acteur de la société civile me va parfaitement. Je suis à équidistance de tout. Je dis clairement ce que je pense et je préfère continuer ainsi. Après Marc, au téléphone, on a qui là? Bonjour, Géraud. Oui, c'est... Basile. Oui, Basile, vous êtes en antenne, allez-y. Salut, monsieur David. Oui, bonjour, monsieur Basile. Bon, nous pouvons voir qu'il y a tout est fait pour que le peuple togolais souffre profondément et au plus profond de son âme, plus que j'allais dire. Moi, je ne comprends pas. Vous savez pourquoi ces assaillants ont les armes sur eux? C'est à cause de l'endroit où je parle. Aujourd'hui, j'entends que c'est Bénédicte. Et bien, Bénédicte. On sait que ce n'est pas, même si tu es pas violent, n'importe comment, tu ne peux pas t'y aventurer comme ça. Oui, Basile. Oui. Oui, vous dites que ceux qui étaient intervenus étaient armés. Mais vous les avez vus? Non, mais on dit que c'est un bec, Bénédicte, non? Oui, vous avez dit tantôt, je crois. Non. J'ai dit, la paix ne se passe à Bénédicte. Je suis d'accord. Oui, c'est de ça que je parle. Je dis, pourquoi vous savez pourquoi d'autres sont en armes? Qui était en armes? Qui était en armes? Un endroit hostile. Oui, Basile. Basile. Oui. J'ai dit, qui était en armes? Ah, c'est moi qui vous le dis. Oui, mais en fait, puisque moi je n'y étais pas. En fait, on va demander au professeur David s'il a... Allô? Même le professeur David, je sais. Et c'est que les gens étaient en armes, non?
Non, on va l'écouter. Attendez, Basile. Oui. Gardez l'écoute. Non, On va... je suis pas pressé aussi. Oui. Est-ce que vous confirmez? Non, Non, mais en fait, puisque je veux avoir la confirmation avec mon invité qui est là. une chose est certaine, c'est que les agresseurs ont utilisé des chaises en plastique comme projectiles. Il y a eu des coups de poing, il y a eu des coups de pied, et il y a eu d'autres objets en termes médicaux, je dirais contondants, lourds. Parce que là, je fais référence à la blessure de l'honorable Targone que j'ai eu à soigner. J'ai vu la lésion qu'il a eue à la tête, j'ai vu la lésion qu'il a eue au niveau du cuir chevelu, et j'ai compris qu'il a dû recevoir un objet très lourd à ce niveau. Il a eu de la chance en fait qu'il n'ait pas eu une fracture du crâne. Parce que l'état de la peau c'est... Non, on a compris. Voilà. Parce que Et donc, P. Basile parle. voilà, donc il moi c'est les choses que j'ai vues que je préfère confirmer. Vous n'avez pas vu. Je ne suis pas en mesure d'en dire davantage. Oui, puisque Basile, il n'était pas là. Voilà, je ne suis pas en mesure d'en dire davantage. Vous avez écouté Mme Adjamagbo dire la même chose? Je préfère laisser Mme Adjamagbo s'exprimer. Basile, mais vous n'étiez pas là. En réalité, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu. Moi, je n'ai pas écouté Mme Adjamagbo, malheureusement. Oui, mais finalement, la vraie question, c'est quoi? Oui, j'ai dit, Mme Adjamagbo a dit qu'on a vu pistolet. Quand dans la débandade, on a vu pistolet sur quelqu'un. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a un côté, la violence qu'on planifie tous les jours. Il suffisait que cette population se fait, sortir l'autre part, et il y aura du carnage. Est-ce que, comme ça, là, on doit être toujours dans ça? J'ai invité le chef de l'État à mettre par la terre, appeler ses adversaires. Ils n'ont qu'à se parler entre vous, Congolais. Mais ce que vos confrères journalistes appellent le rapport de force qui est en sa faveur, ça ne l'avantage pas. Ça ne l'avantage pas. Jusqu'à quand? Ok, on a noté l'essentiel de votre intervention, Basile. Vous vous demandez à ce que, par exemple, les Togolais se parlent. En fait, ce qui veut dire, c'est que la violence est en train d'augmenter. Ça, c'est clair. Il a raison à ce niveau. Avec M. Agbeko, le jeune Basile, ce qui s'est passé dimanche, etc., etc., on sent que nous sommes entrés dans un nouveau cycle. Et c'est là où j'interpelle de nouveau. Monsieur Basile, je pense que les forces de sécurité du Togo, ce sont des citoyens comme nous. Ce sont des gens qui ont des frères et des sœurs au sein de la population. Les forces de sécurité doivent jouer leur rôle régalien, qui est de protéger le citoyen togolais. Ça, c'est important. Au-delà de ça, bien sûr, nous sommes dans une nation où on doit se parler, mais se parler avec les mots, ne pas se parler avec les coups de poing. C'est ce que nous disons au niveau de la société civile. Lorsque vous avez quelqu'un qui a une opinion, même si cette opinion est contraire à la vôtre, il faut accepter que en politique, on puisse mettre toutes les questions sur la table et en débattre de façon honnête et sincère. Et lorsqu'on prend une résolution, qu'on puisse l'appliquer sincèrement. Il ne s'agit pas à chaque fois d'aller dans un dialogue, de prendre des résolutions et ensuite de vouloir dribbler son adversaire en faisant autre chose, tout simplement parce qu'on a décidé de garder le pouvoir. Bien, merci pour la réponse. Auditeur, allô? Allô? Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et vous-même? Je me porte bien. Oui, quel est votre nom? Monsieur Marcel. Monsieur? Marcel. Ok, allez-y. Je voudrais poser la question à l'invité. Il a parlé qu'on a dit de chanter l'hymne. Bon, c'est au début de chanter l'hymne que les choses ont commencé par arriver et la violence a terminé. Bon, je voudrais savoir, on chante l'hymne là à l'honneur de qui? Ok. C'est la seule question. Allô? Bien, c'est la question de l'hymne. Malheureusement, l'auditeur, il est parti. Oui, vous l'avez écouté. Oui. Bon, en fait, c'est l'hymne du Togo. Hein. C'est l'hymne de notre nation. C'est
cet esprit républicain, le respect pour la nation, l'amour du pays, l'amour de la patrie. Lorsque ce n'est pas la première fois qu'on est amené à chanter l'hymne, il nous arrivait de chanter l'hymne durant des meetings, durant des rencontres citoyennes. Donc je pense que ça n'a rien de particulier. Malheureusement, Marcel n'est plus en ligne, mais en fait, j'ai l'impression qu'il voulait demander si vous êtes autorisé ou pas à chanter l'hymne comme ça. En réalité, en fait, peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être que c'est ce qu'il veut savoir. J'espère qu'on ne va pas nous amener dans une situation où désormais, avant de chanter l'hymne, il va falloir écrire et demander l'autorisation. C'est l'hymne de notre pays. En tant que Togolais, nous sommes fiers de pouvoir chanter l'hymne du Togo. Nous sommes fiers d'arborer le drapeau national. Ce n'est pas la première, ce n'est pas quelque chose de particulier, d'inédit, que de se retrouver lors d'une rencontre citoyenne et de demander à ce qu'on chante l'hymne. Bien, merci. Peut-être que Marcel, s'il a la possibilité de revenir pour préciser la suite de sa pensée, puisqu'on l'a perdu quand il avait dit, il avait commencé par poser sa question. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Pierrot. Oui, Abdel. Oui, c'est Abdel. Comment vous allez? Je me porte bien. Abdel, on vous écoute. Bonjour à M. Dosset. Bonjour, M. Abdel. Que j'ai le plaisir d'écouter. Je voudrais condamner avec lui, avec la même vigueur, les événements du dimanche passé, qui sont d'un temps révolu. Comme il a dit, nous, on pensait avoir dépassé cette période-là, ce temps-là, et que ça ne n'honore pas notre pays, et c'est une grande honte pour notre pays. Mais j'aimerais lui poser une question. Vous savez, le jeu politique se fait entre souvent deux entités, l'opposition ou le pouvoir, ou la gauche et la droite. Et nous avons une autre entité qui s'appelle la société civile qui arbitre. Voilà. Alors, la question que je voudrais préciser précisément, lorsqu'on a l'impression que cette société civile qui doit être l'arbitre s'acoquine avec l'opposition dans des manifestations communes, est-ce que ça ne décrédibilise pas cette société civile-là? Merci. Bien, merci Abdel pour votre intervention. La question de la neutralité. Moi, j'ai toujours répondu clairement à cette question. Je pense que cette question, je l'ai entendue 1001 fois. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus entendue. Et je remercie M. Abdel de revenir là-dessus. J'ai toujours dit que personnellement, je n'ai jamais revendiqué une quelconque neutralité. Je le dis clairement. Et là, je fais référence à ce que le pasteur Desmond Tutu avait dit. Si vous êtes en situation d'injustice, vous voyez quelqu'un qui, de façon manifeste, use de pouvoir, use de prérogatives pour injustement maintenir en situation précaire quelqu'un d'autre, et vous venez dire « Ah, je suis neutre, je vais être arbitre », c'est que vous-même, vous avez décidé, vous avez déjà pris fait et cause pour celui qui est en train de pratiquer une injustice inqualifiable. Monsieur Abdel, je ne revendique aucune neutralité, personnellement. Il y a c'est peut-être, oui, on dit la société civile doit être neutre. Moi, ce que je dis, je revendique mon objectivité. Si je rencontre une situation où je pense que cette situation viole les dispositions de ma nation, je dirais cette situation viole les dispositions de ma nation, de façon objective, et je vais donner les raisons. Je ne dirai pas « Ah, je suis neutre, que dit l'opposition, que dit le pouvoir ?» Non, je ne revendique aucune neutralité. Bien, merci, c'est noté. Il y a cette question qui nous a été envoyée, à savoir... Et j'ajoute que je pense que c'est comme ça que j'augmente mon crédit. Ma crédibilité, justement, n'est pas entachée par cette attitude. Si le meeting du 13 est autorisé ou pas, vous avez dit que la société civile, justement, organise un meeting le 13 prochain. Un auditeur veut savoir si ce meeting est autorisé. Ce meeting n'est pas interdit. Nous avions voulu l'organiser à Agoué il y a quelques semaines déjà. Et dans les jours, pour ne pas dire dans les heures qui ont précédé la tenue du meeting, on nous a dit que le meeting pouvait se tenir, mais dans un lieu différent de celui que nous avions initialement choisi. Puisque nous n'étions pas préparés. Personnellement, je ne connaissais pas ce lieu. On a discuté entre nous et très rapidement on s'est dit, pour organiser un meeting, il faut quand même des dispositions sécuritaires, il faut un ensemble de logistique
Et on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, décider d'organiser un meeting dans un lieu qu'on ne maîtrise pas. Donc, il vaut mieux écrire à l'autorité pour dire que, dans ce cas, nous acceptons la modification de lieu, mais nous allons organiser le meeting une autre fois. C'est donc ce qui nous conduit, cette fois-ci, à organiser le meeting le 13 octobre, en acceptant de tenir le meeting dans le lieu que l'autorité... C'est où, finalement? C'est derrière le PP. Il y a une école juste... contigu au stade d'Agoué. Et le lieu est juste derrière l'école, entre l'école et les rails. Ça va être encore quoi? C'est un lieu... Mais quelqu'un m'écrit, un meeting, pourquoi? Nous sommes toujours dans la dénonciation de ce que je disais tout à l'heure à M. Abdel, d'une violation constitutionnelle qui a conduit à la Ve République. Nous n'avons pas accepté le fait que, ayant une constitution qui établit clairement les règles, que l'on puisse comme ça fouler au pied les dispositions constitutionnelles et vouloir que nous, Togolais, nous acceptions le principe d'être dans une Ve République avec une nouvelle constitution. Et donc il faut continuer. C'est un travail de sensibilisation des citoyens togolais, c'est un travail d'éveil des consciences qui va se faire dans la durée, qui va nécessiter plusieurs sorties, plusieurs rencontres, peut-être autre chose que des meetings, mais nous comptons en tant que société civile continuer cette activité. Il y a eu plusieurs réactions aux événements de dimanche dernier. On peut retenir au final que beaucoup pensent qu'il faut enquêter. Est-ce que vous croyez? Parce que beaucoup estiment que non, mais en fait, que ce n'est pas la première fois que des événements similaires se sont passés au Togo et que les enquêtes qui ont été ouvertes n'ont rien donné au final. Cette fois-ci, là, par rapport aux enquêtes annoncées, est-ce que vous pensez qu'elles iraient finalement à bout? C'est vrai qu'on peut être dubitatif. Je sais que M. Guy-Marius Sagna a porté plainte. Je ne sais pas au niveau de quelle juridiction, certainement au Togo. Est-ce qu'il compte porter plainte ailleurs? Je ne le sais pas. Mais il faut absolument porter plainte. Même si on ne croit pas en l'indépendance de la justice, il faut absolument que les Togolais qui se sont fait bastonner le dimanche 29 portent plainte. Au moins pour l'histoire. On ne dira pas demain, mais où est-ce que vous avez porté plainte lorsque vous avez été agressé? Ensuite, est-ce qu'on peut espérer que les enquêtes aboutissent? Moi, j'ai dû répondre à des questions des autorités de la police qui sont venues discuter, poser des questions, et j'ai répondu aux questions qui ont été posées. Sur place? Non. Vous avez été invité? Les autorités se sont déplacées. La police était venue vers moi pour poser des questions de façon vraiment très polie. J'ai apprécié la méthode. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon début déjà? Oui, mais ce qui serait plus intéressant, c'est qu'il y ait eu une bonne fin. Un bon début, oui, d'accord, mais effectivement, quand on tient compte de tout ce qu'on a déjà connu dans ce pays, je comprends que l'on soit dans le doute, que l'on soit dubitatif et qu'on se demande si ça ira jusqu'au bout, surtout quand on sait plus ou moins que c'est une violence qui a été orchestrée. Vous savez, parmi toutes les questions qui ont été posées cette semaine, il y a cette question qui va sans doute faire rire certains. C'est où manger du haïmolou. Parce que quand on dit que quand on pleure, on rit. Quand on rit, on pleure. Non, quand on pleure, on rit. Tout à fait. Quand on pleure, on rit, tout à fait. Ou bien même quand on pleure, on voit. Oui, quand on pleure, on voit. Il y a eu cette actualité liée au riz malpropre et qui a défrayé la chronique puisque beaucoup sont intervenus sur ces images qui ont fait un peu le tour des réseaux sociaux. Vous les avez vues? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu pour la première fois, quand vous êtes tombé sur cette image? C'est une image qui ne fait pas rire, hein, je vous assure, Monsieur Pirot. C'est là où on se tient la tête, on se pose des questions. J'ai dit tantôt que M. Guy-Marius Sagna a dénoncé le fait qu'en tant que parlementaire, il voyage en business, il a droit aux meilleures rations alimentaires et, à contrario, voilà ce que des gens affamés dans un pays qui n'a pas connu la guerre, dans un pays qui dispose de ressources. Mais malheureusement, ces ressources ne sont pas utilisées à bon escient, il faut avoir le courage de le dire. C'est même pas moi qui le dis. Prenez l'indice de perception de la corruption par rapport au Togo et vous voyez que la corruption est à un niveau systémique, à un niveau endémique au pays. Et ça aussi, je peux le dire de façon objective, sans revendiquer une quelconque neutralité. Et ça, c'est moi, ça. Et quand c'est comme ça, malheureusement, ça ne peut pas marcher. Et surtout, si les fondements sont basés sur le mensonge
la violation, l'usurpation, vous ne pouvez rien construire. Ce n'est pas une malédiction qui sort de ma bouche, je ne suis rien, je ne suis qu'un citoyen. Mais c'est comme ça, c'est la nature qui veut ça. Si vous voulez absolument conserver le pouvoir en utilisant des méthodes qui sont... Vous l'avez dit plusieurs reprises déjà, Suceri qui sans doute se sont retrouvés dans des familles et... C'est triste, ça veut dire que la pauvreté est dans notre pays. Ça veut dire que dans ce pays, quand on dit qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, c'est une triste réalité. Vous avez vu ce qui a failli se passer là-bas, c'était comme si les gens allaient se battre pour ramasser ce riz dans le dépotoir. Quel commentaire on peut faire? C'est de la tristesse, on peut pas. Parfois même on a envie de détourner le regard. Moi cette vidéo, je l'ai vue une seule fois, je n'ai plus le courage, d'autres me l'ont renvoyée par la suite, je n'ai plus le courage de revoir cette vidéo. Mais il y a une autre question aussi. Quelle suite donner à ce qui vient de se passer? Parce que c'est pas la première fois que des cargaisons malpropres, par exemple, par le passé, il y a eu du tilapia, il y a eu des poulets, il y a eu un certain nombre de produits qui ont été abattus. Mais il y a plusieurs dispositions à prendre. La première, c'est qu'on ne peut plus jeter les choses comme ça. Une fois que c'est impropre à la consommation, il faut détruire. Parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui ont tellement faim que ces personnes préfèrent encore tomber malade en mangeant quelque chose plutôt que de rester là le ventre vide et de tomber malade parce qu'on n'a pas mangé. C'est grave pour notre pays. Donc il faut trouver un mécanisme pour détruire définitivement. Deuxièmement, il faut remettre ce pays dans le sens de la marche vers son développement, vers l'épanouissement des populations. Le Togo n'a pas connu la guerre. Qu'est-ce que nous avons connu pour expliquer ce genre de situation? Nous avons des ressources. Nous avons des ressources. Comment expliquez-vous, M. Pierrot, que lorsqu'on regarde l'indice de perception de la corruption, qu'on nous dise qu'on est à des années-lumière du Bénin? Je prends le Bénin parce que c'est un pays à côté. M. Talon, il a ses défauts, mais on lui reconnaît au moins ce travail de lutte contre la corruption qui a permis au Bénin de faire un bond qualitatif. C'est une histoire de volonté et de vision politique. Qu'est-ce qui empêche le Togo d'avoir cette vision, cette volonté? Surtout que le chef de l'État lui-même l'avait dit, je crois que c'était en 2012. Cette minorité qui a accaparé, mais finalement nous avons compris qu'il l'a dit, mais c'est resté tel quel, ça n'a pas changé. Donc ce pays dispose de ressources. Vous voyez des gens qui manifestement, eux, n'ont pas ce problème de manque de ressources. Ils vivent dans l'opulence. Ils ont cette façon d'être, cette façon de se comporter qui démontre qu'ils en ont plus qu'assez, ils en ont tellement, ils en ont à gogo. Et à contrario, vous avez cette immense portion de la population qui tire le diable par la queue. Il faut que ça change. C'est cette rupture que nous demandons. C'est vrai que beaucoup écrivent là, parce que quand on dit battre affamé à point d'oreille, puisque certains Togolais qui nous regardent, notamment sur les réseaux sociaux, estiment que parce que les gens ont faim, ils sont obligés de se servir. Mais vous êtes un médecin, quand on mange, ou quand on va se servir sur les dépotoirs, est-ce qu'on n'est pas exposé aux maladies? Si, c'est une évidence, Mais quand quelqu'un, à un moment donné, se dit entre mourir de faim et peut-être manger et avoir une infime chance de s'en sortir plutôt que de mourir de faim, je préfère essayer encore d'aller sur les dépotoirs, de me servir. Vous voyez un peu le niveau de déchéance, auquel on se trouve au Togo. Et je pense que si les gouvernants ne se sentent pas interpellés par cela, je ne sais plus quoi dire. On va conclure. Alors pour conclure, je dirais que il faut croire, il faut avoir cette foi. Le journaliste de Mopoko a demandé si je crois encore à l'avenir de mon pays. J'y crois tellement que c'est quelque chose qui est chevillé en moi et je demande à tout le monde de continuer à y croire. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent le Togo et se demandent ce qui va se passer dans ce pays. Ce qui va se passer dépendra des Togolais. Ça ne dépendra pas de la CEDEAO, ça ne dépendra pas de la communauté internationale, ça dépendra des Togolais. Il faut tout simplement que les Togolais comprennent qu'il est temps de marquer une rupture avec tout ce que nous avons subi. Cette façon de gouverner le Togo qui ne correspond à rien du tout. Cette façon de vouloir considérer les Togolais comme des citoyens qui doivent se taire et accepter ce qu'on leur impose. Non. Nous vous appelons à un meeting le dimanche 13. Venez, dans la paix, dans la quiétude. Nous avons des forces de défense et de sécurité, des forces de l'ordre qui sont là pour maintenir l'ordre. Venez dans la paix, dans la sécurité, dans la quiétude. Nous allons discuter entre nous, poser les problèmes de la nation. Et le jour viendra où nous serons en mesure, ensemble, de faire changer les choses. Merci. Merci beaucoup, professeur David Dessay. Merci d'être venu. Vous êtes le premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout. L'émission
elle s'achève. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.